Alors, salut à tous, du coup on va commencer la séance. Je vais mettre Iban en animateur, comme ça il va pouvoir partager et on est tout bon. Iban, c'est tout bon, tu peux partager ton document, hein. Allez, nickel. Donc je vous rappelle juste les objectifs d'aujourd'hui. Il y a le cours d'oxydoréduction à voir, je vous ai envoyé la vidéo et le cours. Voilà, l'idée c'était vraiment de faire un petit QCM de révision en ANAT, même si vous maîtrisez pas tout, mais au moins que vous voyez les types de questions qui tombent vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et l'idée c'est aussi de faire un peu de méthodologie du coup avec Iban. Juste Iban, quand tu corriges, essaye d'agrandir au maximum chaque question, comme ça au moins ça ressort bien dans l'enregistrement. Merci beaucoup. Ok. Allez, super, Dan. Et dernière chose, Iban, vu que tu es animateur, il est possible qu'il y ait des gens qui viennent en cours, tu dois les admettre s'ils sont en Ok. salle d'attente. Ah oui, Merci trois beaucoup. personnes en salle d'attente. Ok. Bon, super. Donc, coucou à tous. Donc du coup, j'en ai déjà rencontré certains d'entre vous pour un cours sur les acides bases, non, sur la chimie orga, je sais plus quand. Mais du coup, moi, je m'appelle Iban, je suis en troisième année de médecine. Donc, du coup, j'ai passé mon concours de PACES il y a 2 ans et demi. Et du coup, je suis tuteur chez Master Prépa et je vous file des cours un peu dans toutes les matières. Bon, l'avantage de la NAT, c'est que c'est une matière qui est vraiment sympa. Enfin, on s'entend, mais qui est très cool parce que c'est un peu plus concret. On a déjà plus l'impression d'être, de travailler la médecine que en faisant de la chimie ou de la chimie. Donc la natte, voilà, c'est plus facile de, en tout cas en amont, c'est plus facile en amont de la première année d'arriver à trouver un intérêt pour la travailler et surtout, ça vous sera très utile parce que l'anatomie, il y a beaucoup de par cœur. Vous avez dû voir que vous avez un poly qui fait 150 pages qu'il faut connaître presque sur le bout des doigts. Donc, du coup, voilà, c'est intéressant de bosser l'anatomie en amont parce que en plus d'être un peu ludique, parce que voilà, on apprend des choses, on a l'impression de faire quelque chose de concret, il y a une vraie plus-value à bosser l'anatomie parce que voilà, c'est beaucoup de par cœur. Au début, on n'est pas forcément habitué à apprendre autant de choses aussi vite. Donc, du coup, si vous avez commencé à jeter un premier coup d'œil à l'anatomie, vous avez commencé à apprendre vos planches, ça sera vraiment une source de tranquillité dans le début d'année parce que vous allez voir que les premiers cours s'enchaînent à une vitesse assez impressionnante et que du coup, quand on fait 20 pages d'anat tous les jours pendant une semaine, en fait, c'est très compliqué à assumer le rythme et que du coup, l'avoir vu en amont, ça permet de gagner pas mal de temps et donc de bien respirer et d'être bien tranquille en début d'année et de pouvoir avancer à son rythme. Donc, déjà, est-ce que vous avez fait le QCM? Alors, déjà, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un peut juste désactiver son micro pour me dire que je ne parle pas dans le vide? Non? Oui, on vous entend. Ah, génial. Ok, mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas une conversation? Vous pouvez parler au moins, vous pouvez me répondre. Bon, sinon, si vous voulez pas parler en vrai, parce que c'est pas intimidant, mais bon, je peux comprendre, répondez au moins sur le chat. D'accord? Donc, juste, est-ce que vous pouvez me dire si la majorité d'entre vous a fait le QCM ou si vous venez ici sans avoir fait le QCM? Ça peut être une option aussi, parce que j'imagine que tout le monde ne fait pas tout ce qu'il y a à faire en terminale et vous avez d'autres trucs à faire. Mais du coup, pour savoir, est-ce que tout le monde a fait le QCM ou est-ce que des gens ne l'ont pas fait? Ok. Ah oui, bon, bon, je regarde. Ok, non, donc il y a des gens qui l'ont fait, des gens qui l'ont pas fait, ça fait un bon mixte. Bon, en gros, on va prendre les questions une par une et on va faire une réponse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sinon, bon, je vais vous expliquer rapidement les trucs qu'il y a à comprendre. Donc, grand 1. L'appareil tegumentaire comprend la peau, les poils, les annexes cutanées, les glandes ainsi que les ongles. Donc en fait, là, il y a la définition de l'appareil tegumentaire et c'est
une phrase qui est tirée à l'exact du poly. Donc en fait, dans le polycopier, il y a exactement cette phrase. Donc si vous l'avez lu, si vous le connaissez, vous savez qu'on retrouve cette phrase mot pour mot. Donc du coup, ce qu'on peut faire pour vous piéger, c'est vous mettre l'appareil comprend, l'appareil tégumentaire comprend, deux points, et là en fait, on enlève les annexes cutanées, ou là on enlève les ongles, et on met le reste. Et le fait d'instaurer la restriction, ça fait vous devez retrouver ces 5 caractéristiques. S'il en manque une, si on écrit l'appareil tégumentaire comprend entre autres la peau, les poils et les annexes cutanées, la phrase est vraie. Mais si on met l'appareil tégumentaire comprend deux points, la peau, les poils, les annexes cutanées, ça devient faux parce que la restriction est entrée en jeu et que du coup, on n'a pas nos 5 définitions de l'appareil tégumentaire. L'organe du goût est composé du palais. Non, faux. L'organe du goût est composé de la langue. L'organe de la vision est composé uniquement de l'œil. Faux aussi. En fait, ça, vous allez voir que quand il y a un superlatif extrême, entre guillemets, uniquement, seulement, à chaque fois, toujours, c'est souvent que la phrase est fausse. Donc là, uniquement de l'œil, non, parce qu'il y a toutes les voies optiques derrière. Un organe est un ensemble de tissus spécialisés structurés afin de remplir une fonction déterminée. Alors ça, il y a une petite hiérarchie de taille à bien apprendre. C'est que les cellules font les tissus font les organes font les systèmes, et les systèmes font les appareils. Tac, tac, tac. Un appareil est un ensemble de systèmes regroupés en vue d'une même fonction. Oui, c'est vrai aussi. Donc la réponse à la 1, c'était ADE. Pareil, s'il y a la moindre question, n'hésitez pas à me le faire savoir. La face étant pendue à la partie antéro-inférieure de la face, du crâne, pardon, vrai. Donc c'est vrai, ça vous prenez votre tête, vous savez que c'est sur la partie inférieure en avant. Jusqu'à là, il n'y a rien de sorcier. Le diaphragme sépare la cavité thoracique de la cavité abdominale, ça aussi. Le diaphragme, il est sous les poumons, au-dessus de l'estomac. Et en fait, vraiment, il va cloisonner deux parties, deux cloisons qui vont vraiment être hermétiques l'une à l'autre. Il n'y a rien, il n'y a pas de liquide qui traverse le diaphragme. C'est que au-dessus, on a les poumons, on a le cœur. En dessous, on va avoir l'estomac, l'intestin, le foie, la rate. Et entre les deux, il n'y a aucun échange. Donc, il y a des gros vaisseaux. Vous savez peut-être qu'il y a l'aorte, il y a la veine cave, il y a l'œsophage qui vont venir traverser notre diaphragme. Mais s'il y a du liquide, par exemple, dans la cavité thoracique ou du liquide dans la cavité abdominale, il n'y a aucun transfert qui va se faire entre les deux. C'est qu'on reste vraiment sur quelque chose d'hermétique et donc une vraie séparation. Dans le médiastin, nous retrouvons le cœur, les gros vaisseaux artériels et veineux, la trachée ainsi que les poumons. Alors là, c'est faux. Pourquoi? Donc le médiastin, c'est la région du cœur. Et c'est faux parce qu'on nous parle des poumons ici. Or, les poumons, eux, se trouvent dans les cavités pleurales. Donc en fait, c'est que le médiastin, il y a la partie centrale qui est vraiment au niveau du centre, euh, au niveau du centre de la cavité thoracique. Là, c'est ce qu'on appelle le médiastin. C'est là qu'on a le cœur, c'est là qu'on a les gros vaisseaux. C'est là qu'on va avoir aussi un truc qu'on appelle le thymus chez l'enfant. Ça, vous allez entendre parler sur le cours d'endocrino. Donc, thymus, cœur, gros vaisseau, on va avoir l'œsophage, on va la trachée qui vont passer au centre. Et donc, ça, c'est le médiastin. Et à droite et à gauche, on va avoir les poumons. Le plan coronal est un plan frontal passant par le sommet du crâne, c'est-à-dire le vertex. Ça, les plans, c'est ultra, ultra, ultra important. Il y a chaque année au moins 3 ou 4 items dessus. Donc les plans, en gros, il y a 3 types de plans. Les plans sagittaux qui me coupent comme ça. Les plans coronaux ou frontaux. Donc frontal, c'est ceux qui vont me couper comme ça, qui vont diviser en avant-arrière. Et la spécialité du plan coronal, c'est qu'il va passer par le vertex, par le sommet du crâne. Parce que sinon, ça, c'est un plan frontal. Si je me mets derrière, c'est un plan frontal. Mais quand il passe exactement ici, par le sommet du crâne, à ce moment-là, on parle de plan coronal. Et à la fin, les plans transverses ou horizontaux, c'est les plans qui coupent comme ça, en supérieur et inférieur. Donc sagittal, ça coupe en droite-gauche. Frontal, et spécialement le coronal, ça coupe en avant-arrière. Et horizontal ou les plans horizontaux, ça va couper en supérieur-inférieur. Donc ça c'est vrai. Donc je rappelle, si vous avez une question, vous n'hésitez pas à m'interrompre. Le palais, la plèvre, pardon, est une membrane séreuse composée de deux feuillets qui délimitent entre eux une cavité réelle. Faux, faux. C'est une cavité virtuelle. Normalement, il n'y a pas de cavité. Donc la plèvre, est-ce que vous voyez ce que c'est? Bon, c'est ce qui va, la couche. Donc on a nos poumons.
Et vous savez que quand on respire, l'inspiration, on a besoin de mettre un peu de force pour le faire, et l'expiration, c'est quelque chose de physiologique qui se fait dans le sens des pressions, dans le sens des pressions. Et du coup, ça, c'est grâce à la plèvre, en fait, qui va entourer le poumon. Et quand on va la gonfler, la plèvre va s'étirer autour du poumon. La plèvre, imaginez que c'est vraiment une membrane qui recouvre le poumon. Et comme elle va s'étirer, ben, naturellement, pour l'expiration, elle va vouloir retourner à son état normal. Et donc, du coup, on va pouvoir souffler sans utiliser la moindre force. Donc la plèvre, donc c'est bien cette membrane séreuse. Mais en fait, la plèvre, du coup, d'un côté, on va avoir la plèvre qui va recouvrir le poumon pour se lier à chacune de ses formes. Et de l'autre côté, on va avoir la plèvre qui va venir se coller contre le médiastin, c'est-à-dire contre la paroi thoracique pour pouvoir adhérer au cadre, adhérer aux côtes, adhérer derrière au plan postérieur avec notamment les vertèbres. Et en fait, entre ces deux-là, normalement, il est censé y avoir aucune cavité. C'est-à-dire que c'est deux plans, mais qui sont un peu enchevêtrés les uns dans les autres. Quand il va y avoir un espace entre les deux, on va avoir un problème. On va avoir ce qu'on appelle des épanchements pleuraux, c'est-à-dire on va avoir souvent du liquide qui va se mettre entre les deux couches de plèvre. Et à ce moment-là, c'est une pathologie. D'accord? Donc, à l'échelle physiologique, à l'état normal, on ne retrouve pas de cavité, pas d'espace entre ces deux feuillets de plèvre. Pardon, question 3, je ne peux pas changer ça. Voilà. Concernant la colonne vertébrale. Ok. Parmi les propositions suivantes, la colonne vertébrale. Donc, pardon, la réponse 2, c'était ABD. Réponse 3. Donc, ABDE, A, elle comprend une partie mobile constituée de 24 vertèbres. C'est vrai. Donc, la partie mobile, on retrouve 7 cervicales, 12 thoraciques, 5 lombaires. Elle comprend une partie fixe composée de 2 os. C'est vrai aussi. Sacrum et coccyx. Sa partie mobile comprend normalement 3 courbures dans le plan frontal. Attention, donc là, on reprend l'idée des plans. Et vous savez que le plan frontal, on a dit que c'était de cette manière-là. Et en fait, dans le plan frontal, la colonne vertébrale est très rectiligne. On ne voit pas aucune courbure. Par contre, si je le prends dans le plan sagittal comme ça, c'est ce qu'on voit sur cette coupe ici, ben à ce moment-là, on voit qu'il y a une première courbure ici, une deuxième courbure et une troisième courbure. D'accord? Donc, 1, 2, 3. Donc ça correspond aux 3 courbures dans le plan sagittal. Donc là, c'est fausse. La ceinture attache les membres proprement dit au squelette axial, pardon. Oui, ça c'est vrai. C'est qu'il y a la ceinture pelvienne pour les membres inférieurs et la ceinture des membres supérieurs pour les membres supérieurs. Et ensuite, la première vertèbre cervicale est appelée atlas. Et ça va être vrai aussi. D'accord? Donc la première s'appelle atlas, la deuxième s'appelle axis, et ensuite, on ne nous donne pas plus d'informations. Donc ça, c'est des informations que vous trouverez sur votre poly de schéma. Question 4. 3 est une cavité qui contient le médiastin et les fosses pleuropulmonaires. Donc, voilà. Le médiastin qui va être au centre, où on va retrouver le cœur, et à droite et à gauche du médiastin, on va retrouver les poumons. Donc, le cœur dans le médiastin, les poumons dans les fosses pleuropulmonaires. 6 est une membrane séreuse qui limite la cavité péritonéale. Alors là, on a déjà vu une membrane séreuse quand on a parlé de la plèvre. Donc, il y a 3 grands types de membranes séreuses. Il y a la plèvre autour des poumons, le péricarde autour du cœur et le péritoine autour du système digestif. Donc, très important le péritoine, parce que le péritoine, lui, va avoir une cavité réelle. On va avoir 2 feuilles de péritoine et à l'intérieur, on va y retrouver du liquide. Et en fait, le péritoine est vraiment là pour recouvrir tout notre tube digestif. Donc, 6, qui désigne le péritoine, est une membrane séreuse qui limite la cavité péritonéale. Voilà. 7 est l'ombilic, c'est vrai, on le voit ici, le nombril, et on voit que la projection, c'est en L4, d'accord? Donc là, on sait par exemple comment on peut retrouver ça juste grâce au schéma, sans forcément la prendre par cœur, par cœur, par cœur. En fait, on sait que là, on arrive sur la partie fixe de la colonne vertébrale. Du coup, elle, c'est la dernière vertèbre euh, mobile. Et on sait que les dernières vertèbres mobiles, c'est les lombaires. Il y a 5 lombaires, donc L5, L4, L3, L2, L1. D'accord? Donc en fait, juste à partir de ça, on arrive à retrouver la projection. Si vous vous en rappelez plus, vous pourrez toujours retrouver en cherchant de cette manière-là. 2 est le plan supérieur et le plan du détroit supérieur.
Faux. C'est pas du tout le plan du détroit supérieur, c'est l'ouverture supérieure du thorax. Le plan du détroit supérieur, c'est celui en bas. Question 5. Réponse claire, la bonne réponse était A, B, C, D. Question 5, la réponse est C, D, E. Alors, 10 est l'espace rétro-péritonéal. Non. Donc là, on a dit qu'il y avait le péritoine qui recouvrait toutes nos viscères, enfin, toute notre cavité abdominale. Et en fait, derrière ce péritoine, on va avoir ce qu'on appelle le rétropéritoine ici. Et est-ce que vous avez une idée des organes qu'on trouve dans le rétropéritoine? Là, si quelqu'un se lance, est courageux et me répond au doigt, sinon essayez de me répondre via le chat Zoom. Donc, quels sont les organes qu'on retrouve? Oui, exactement. Donc, on retrouve les reins dans le rétropéritoine. C'est l'organe principal qu'on va y retrouver. Les reins vont être à peu près à ce niveau-là, entre L1, entre T12 et L3. Donc là, on a vu L5, L4, L3, L2, L1. Voilà, les reins vont vraiment être ici. Et ensuite, on va avoir les uretères qui vont descendre pour aller jusqu'à la vessie qui va être sous le péritoine. D'accord? Donc ici, rétropéritoine avec les reins, qui va être en continuité avec le sous-péritoine à ce niveau-là. D'accord? Donc c'est pour ça que rein vessie avec les uretères qui vont passer en longeant le péritoine, sans jamais rentrer dans le péritoine. Donc 4 est l'espace rétropéritonéal, 10 est l'espace rétropéritonéal, c'est faux, c'est l'espace sous-péritonéal. 8 est l'espace sous-péritonéal, c'est faux, c'est l'espace rétropéritonéal. 8 et 10 sont en continuité, c'est vrai. 9 est un plan virtuel, où est 9, voilà, qui sépare la cavité abdominale de la cavité pelvienne. Donc oui, c'est un plan virtuel parce que là, où par exemple le diaphragme, ça va être un plan réel, là, c'est un plan virtuel. C'est qu'on estime qu'entre S1, donc la première vertèbre sacrale, et notre pubis, là, c'est l'os de donc c'est l'os du pubis ici, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la jonction entre les deux os coxaux. Donc là, on ne le voit pas parce qu'on est sur une coupe sagittale, mais il faut imaginer qu'on a nos deux hanches, nos deux os coxaux, qui vont venir se réunir à l'avant avec ce qu'on appelle le pubis. Donc c'est la partie osseuse de la partie antérieure du périnée. C'est ça qu'on voit ici. Et donc voilà, ça, c'est un plan qui est virtuel, qui va séparer la cavité abdominale de la cavité pelvienne. Et 11 est le plan du périnée, c'est vrai aussi. Donc ça, vous allez le voir plutôt. Alors pourquoi 8 et 10 sont en continuité? Donc on va même me poser une question. Ce qui veut dire, c'est qu'il n'y a pas de. Alors, par exemple, entre la paroi, entre la cavité thoracique et la cavité abdominale, on va avoir le diaphragme. Le diaphragme, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose d'hermétique. C'est quelque chose qui va empêcher toute communication entre la partie supérieure et la partie inférieure. Pour que les choses communiquent entre la paroi thoracique et la paroi et la cavité thoracique et la cavité abdominale, il faut que le diaphragme ait des trous spécifiques pour ces communications. C'est pour ça que, par exemple, vous savez qu'il y a l'aorte et la veine cave, qui sont les deux gros vaisseaux du corps, et il faut il faut qu'ils descendent au niveau de la cavité abdominale pour vasculariser nos organes. Et donc, en fait, dans le diaphragme, il y a deux trous spécifiques qui sont liés, un à la cavité, un à l'aorte et l'autre à la veine cave. Donc, en fait, le diaphragme, il va être complètement hermétique, mais il y a pour certaines structures vasculaires et pour l'œsophage aussi, donc il y a trois trous dans le diaphragme, un pour l'œsophage, un pour l'aorte, un pour la veine cave. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une délimitation. D'accord? C'est qu'on estime que la cavité thoracique et la cavité abdominale ne sont pas en continuité parce qu'il va y avoir le diaphragme qui va séparer les deux. Pour le rétropéritonéal et le sous-péritonéal, il n'y a rien qui limite les deux. C'est qu'on va avoir le péritoine en avant qui va faire une poche hermétique en avant du corps, mais entre l'arrière et le dessous du corps, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de structure qui va venir couper ou qui va venir séparer, il n'y a pas de grand muscle qui va venir se mettre à l'intersection entre les deux. Et en gros, et donc la continuité, on la définit comme ça. Si on met de l'eau dans le rétropéritonéal, dans le rétropéritoine, alors on va retrouver ces mêmes épanchements dans le sous-péritonéal, dans le sous-péritoine. Donc par exemple, si il y a un trou au niveau de l'œsophage à ce niveau-là, qui sort dans le rétropéritonéal derrière, ou au niveau des reins, par exemple, ben, on va retrouver un épanchement, on va retrouver du liquide au niveau du sous-péritoine. Et donc, par exemple, ce qu'on peut faire dans ce cas-là, pour regarder s'il y a un épanchement dans le sous-péritoine ou dans le rétropéritoine, on va faire ce qu'on appelle un toucher rectal pour aller voir un truc qui s'appelle le cul-de-sac de Douglas,
qui va se retrouver à ce niveau-là. Et s'il y a de l'eau, on va pouvoir le sentir ici, à ce niveau-là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la continuité. C'est quand il va y avoir un liquide, quand il va y avoir une substance dans le rétro ou dans le sous-péritoine, on va pouvoir le retrouver. Du coup, si c'est dans le rétropéritoine que l'épanchement est initialement, on va pouvoir en retrouver aussi dans le sous-péritoine. Et l'inverse est vrai aussi. Tac, tac, tac. Donc voilà, bon, j'espère que c'est clair. Si c'est pas clair, bah, renvoyez-moi une question. Précisez-moi ce qui n'est pas clair. Donc 11 est le plan du périnée, c'est vrai. Donc le périnée, lui, par contre, va avoir un plan de séparation. Euh, mais ça, vous le verrez au deuxième quad, où c'est beaucoup plus détaillé. Parce qu'il y a un très grand muscle qui va venir se tirer entre le bas du pubis et une partie du sacrum. Donc, question 5, donc je répète, les bonnes réponses sont C, D, E. Question 6, on passe aux muscles. Les muscles, c'est sans hésiter la partie la plus compliquée de l'anatomie parce que c'est très redondant à apprendre, c'est un peu l'horreur, c'est assez compliqué, c'est plus difficile à s'imaginer que les organes ou le système digestif qui sont un peu plus faciles. Mais à force de travail et de répétition, ça finit par rentrer. Donc 6, 1 est l'épine scapulaire. C'est vrai, c'est ça, on le comprend assez bien. 2 est la trochlée. Faux. La trochlée, ça se situe au niveau de l'humérus. Donc l'humérus, c'est l'os du bras. Et la trochlée, c'est ce qui va venir s'insérer avec l'ulna et le radius. D'accord? Je pense qu'on a un schéma après de la trochlée, je vais pouvoir vous montrer. Numéro 2 est la cavité clénoïdale. Ça, c'est vrai, parce que du coup, ce qui est indiqué ici, c'est cette cavité-là qui va être la partie articulaire avec l'humérus. D'accord? Donc l'humérus, il va avoir dans sa partie supérieure ses tubercules et sa glène qui vont venir s'insérer dans la cavité glénoïdale. Et l'humérus, dans sa partie inférieure, si on imaginait qu'il serait là, hop, dans sa partie inférieure, par contre, en revanche, on retrouve la trochlée. Donc, cavité clénoïdale et patroclé. 4 s'articule avec la clavicule. C'est vrai, là, on voit une zone un peu plus sombre. Ça correspond à une zone articulaire. Donc là, c'est là que la clavicule va venir se mettre. Ça, il faut regarder des trucs d'anatomie. Je ne sais pas si vous avez, mais la fac, bah, ça, vous n'avez pas encore la fac parce que vous êtes encore en terminale. Mais la faculté vous propose un site de projection anatomique en 3D gratuit. Ou alors, vous avez plein d'applications sur téléphone ou sur ordinateur ou sur tablette. Franchement, regardez parce que pour les os et même pour le système en général, c'est très intéressant d'avoir une vision de ce qui se passe. Parce que si vous commencez à apprendre ça un peu sans comprendre et en apprenant par cœur, vous allez voir que vous allez très vite oublier pas mal de choses. Donc, très important d'avoir cette application 3D pour pouvoir visualiser les articulations, pour pouvoir visualiser surtout les rapports entre les structures osseuses, les structures vasculaires, les structures nerveuses, parce que vous allez voir que c'est très, 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 très compliqué. Et que si vous arrivez à chaque fois, que vous avez le réflexe de bien visualiser, ça va être beaucoup plus facile. Et par contre, si à chaque fois vous le prenez cru et que vous vous attaquez, ça va être beaucoup plus compliqué. S'articule avec la clavicule, numéro 5 et l'angle supérieur. Voilà, ça, c'est pas une folie. Là, voilà, on se retrouve sur notre humérus avec notre trochlée ici dont je vous ai parlé. Numéro 1 est la tubérosité. Donc, les bonnes réponses à la question 6, c'est ACDE. Donc, numéro 1 est la tubérosité deltoïdienne. Oui, c'est vrai. Numéro 2 est la fosse oléocrânienne. Alors là, c'est faux. La fosse oléocrânienne, elle va être sur la partie postérieure de notre humérus. Là, on a la partie antérieure. Et donc, la partie postérieure, de l'autre côté. Ici, c'est ce qu'on appelle la fosse coronoïdienne. Alors, pourquoi on appelle ça fosse oléocrânienne et coronoïdienne? C'est que sur notre ulna, est-ce qu'on a un schéma de l'ulna ou pas? Non, je crois pas. Ok, pas de schéma d'ulna. Mais donc, l'ulna qui est ici, sa partie antérieure, c'est ce qu'on va appeler la coronoïde, et la partie inférieure, c'est ce qu'on va appeler l'oléocrâne. Donc, du coup, en fait, là où la coronoïde où la coronoïde de l'ulna va venir s'insérer, c'est la fosse coronoïdienne, et là où la partie oléocrânienne de l'ulna va s'insérer dans la fosse oléocrânienne. Numéro 4 est le tubercule mineur, c'est vrai. Ici, c'est le tubercule majeur. 5 est le capitulum. C'est vrai aussi. Donc, les bonnes réponses, c'est A, C, D et E. Alors, là, concernant les membres thoraciques, la clavicule est un os bilatéral court. Alors, ça, c'est faux. C'est un os allongé. C'est écrit dans le poli.
Donc, enfin, faut s'imaginer que la clavicule, c'est quand même un os qui fait une sacrée taille et qu'il est allongé. Du coup, on appelle un squelette, ce qu'on appelle un os allongé. Le squelette de l'avant-bras est représenté par le radius en dehors et l'ulna en dedans. Donc là, vous voyez votre schéma de votre euh, membre supérieur. Donc, il faut savoir que la position anatomique, parce que vous imaginez bien qu'en fait, si en fonction si je suis comme ça ou comme ça, ben, à un moment, l'ulna va être à l'intérieur, le moment, il va être à l'extérieur. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, la position anatomique, on regarde toujours avec le pouce vers l'extérieur. Donc, c'est qu'une fois qu'on a le pouce vers l'extérieur, c'est là qu'on peut répondre aux questions de lequel va être latéral, lequel va être médial, lequel va être supérieur, inférieur, lequel va être antérieur ou postérieur. Donc là, en l'occurrence, quand on se met comme ça, en fait, c'est le radius qui va être en dehors et l'ulna qui va être en dedans. OK? Donc, moi, j'ai jamais trouvé de mémotechnique pour ça, mais il faut arriver à visualiser que quand on est comme ça, on a le radius ici et l'ulna là. Donc ça, c'est vrai. La scapula s'étend de la deuxième à la huitième côte. Donc la scapula, c'est là, effectivement, il va s'étendre pour parler de l'omoplate entre la deuxième et la huitième côte. C'est ses projections. Donc là, attention, un piège assez fréquent et vraiment pas cool, c'est de remplacer côte par vertèbre. Ça veut dire la scapula s'étend de la deuxième à la huitième vertèbre. Et c'est faux, parce que les côtes ne correspondent pas exactement aux vertèbres, ne correspondent pas exactement aux projections des vertèbres. Donc, du coup, si on vous dit la scapula s'étend de la deuxième à la huitième vertèbre, vous êtes sûr que c'est faux. L'humérus est l'os unique du bras. Donc le bras, il faut bien comprendre que ça aussi, c'est pas, en fait, comme dans le vocabulaire courant, on fait quelques erreurs. Le bras, c'est pas tout ça. Ça, c'est le bras, ça, c'est l'avant-bras. Donc du coup, l'humérus, c'est l'os du bras. Si on vous dit, par exemple, le radius et l'humérus sont les os du bras, c'est faux. Il y a un seul os du bras, c'est l'humérus. Il y a deux os de l'avant-bras, c'est l'ulna et le radius. Ça, attention avec ce petit piège. Donc ça, voilà, commencez à le noter, essayez de mettre ça dans un coin de votre tête, parce que cet item-là, avec côte et vertèbres, et cet item-là, avec le radius et l'os du bras, vous êtes sûr que vous allez le faire au moins une dizaine de fois l'année prochaine dans vos QCM, parce que c'est assez courant. Le radius est plus long que l'ulna, c'est faux, c'est bien l'ulna qui est plus long que le radius. C'est pour ça que les bonnes réponses sont B, C et D. 9, donc là on a un truc. 7 et le métatarse. Faux. Alors là, il y a une différence entre métatarse et métacarpe. Alors, moi, j'avais un moyen mémotechnique pas évident, mais avec moi, ça marchait. C'est que vous êtes dans le membre thoracique et donc, du coup, vous n'avez pas de métatarse. C'est que la logique aurait été de se dire que donc, les différences c'est tarse et carpe, que dans le membre thoracique où il y a un T et pas dans le membre pelvien. Dans le membre thoracique, il y a un tarse. Ben non, ça marche pas comme ça, c'est plus compliqué. Du coup, dans le membre thoracique, il y a des carpes. Dans le membre pelvien, il y a des tarses. D'accord? Donc ça, vous pouvez le retenir comme vous voulez. Moi, je sais que c'est comme ça que j'y arrivais. Donc métatarse, faux, c'est carpe. Mais effectivement, c'est bien les métacarpes. 5 dépasse le radius en haut. Oui, c'est vrai, l'ulna va se serrer sur la trochlée plus haut que le radius sur son processus coronoïde. 2 est un os bilatéral, c'est vrai, et triangulaire, c'est vrai aussi. On voit qu'il y a une forme triangulaire. 3 est le fémur, non. Le fémur, c'est l'os de la cuisse. Et donc là, au même titre qu'il y a une différence entre bras et avant-bras, il y a une différence entre cuisse et jambe. C'est que le fémur est l'os de la cuisse. Et c'est encore peut-être encore plus insidieux avec les membres inférieurs, parce que le fémur et l'os de la jambe, c'est quelque chose que j'imagine, c'est pas quelque chose qui vous paraît faux ou qui vous paraît fou, alors que non, le fémur n'est pas du tout l'os de la jambe, c'est l'os de la cuisse. Et ça, c'est une vraie distinction à faire. 6 et le tarse. Bon, ben là, ils ont voulu nous piéger de la même manière. Non, ça, c'est le carpe. Donc là, vous voyez, il y a tous les os du carpe que vous allez devoir apprendre par cœur. Et ça, c'est le bonheur. Euh, tac. Donc là, on a notre radius. Là, on a notre insertion avec notre processus coronoïde. Et là, on a l'insertion avec le carpe. Donc, alors, moi, je vais prendre ma correction. Donc là, c'est banco, la réponse. Là, la réponse était BC. Là, c'est banco. 10 et la foueva radiale. Oui, c'est ce petit carré qui est là, articulaire, qui s'appelle ce nom, qui a ce nom-là. 11 est la circonférence articulaire qui s'articule avec l'incisure radiale de l'ulna. Donc ça, c'est vrai aussi. C'est à ce niveau-là qu'on va s'insérer avec l'ulna. Donc ça, pareil, c'est plus facile à visualiser avec une appli d'anatomie. On voit bien les
différentes insertions entre le radius et l'ulna. 12 est le biseau de la tête radiale et s'articule avec la zone capitulotrochléenne de l'humérus. Donc ça vous paraît peut-être un peu barbare comme nom, mais en fait, quand on reprend notre schéma de l'humérus, celui d'en dessus était peut-être encore mieux. On a notre capitulum ici, notre trochlée, et la fourrure radiale va venir s'insérer entre les deux. 7 est la tubérosité du radius sur laquelle s'insère le muscle bicipital du biceps. Donc ça, c'est vrai aussi. C'est à ce niveau-là que notre biceps brachial, hein, pas biceps, va venir s'insérer. 14 est la surface articulaire avec le carpe. Oui, ben, c'est pas le tarse, du coup le carpe c'est vrai. Donc la E est aussi vraie. Donc je répète pour la 10 banco, et pour ceux qui ne savent pas, banco, ça veut dire les 5 réponses sont justes. 11. Parmi les proportions concernant l'humérus, laquelle ou sont exactes, c'est un os qui est long et bilatéral. Euh, alors, là, ma correction la met vraie, mais j'avoue que je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, parce que assez souvent, il peut y avoir des coquilles dans les écuries. Vous allez voir que c'est rare de trouver un QCM sans faute. Donc, du coup, il faut faire gage de prudence et que j'avoue que je ne me rappelle pas exactement du poly. Donc là, je vais aller checker sur mon poly pour voir si je trouve une réponse. Donc voilà, donc vraiment, il faut pas avoir, enfin, vous allez voir, que, oui, je pense que les P2 de l'année prochaine vous l'expliqueront, c'est qu'il faut pas avoir peur de remettre en question ce qu'il y a dans les écuries. C'est que quand vous prenez juste la feuille sans l'explication derrière, ça arrive qu'il y ait ça arrive qu'il y ait des fautes. Alors là, je trouve pas mon colis. Ça peut-être. Ok, c'est bien, je l'ai. Donc voilà, là, bilatéral pour l'humérus, ça ne me dit rien. Donc peut-être que c'est vrai, a priori c'est vrai, puisque c'est corrigé ainsi. Mais vraiment, on n'est jamais trop prudent. Donc là, je check mon poly, clavicule, humérus. Donc c'est un os long et bilatéral. Cette phrase, elle est tirée du poly, donc elle est vraie. C'est l'os unique du bras, voilà, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est le bras à l'avant-bras, l'os unique du bras, c'est l'humérus. Sur sa face antéromédiale, on retrouve la tubérosité deltoïdienne. Donc là, pour le voir, on reprend notre truc. On a vu que la tubérosité deltoïdienne, c'était ça. Et non. Là, on voit que donc, là, l'humérus sera toujours dans la position physiologique. La position physiologique, je le rappelle, c'est avec le pouce vers l'extérieur. Donc là, on a notre humérus qui est de cette manière-là. Là, on voit bien que la tubérosité deltoïdienne, elle est sur la droite. Du coup, elle n'est pas médiale, elle est latérale. OK? Donc, on redescend. Euh, On était non, où est-ce qu'on en était? Donc, antéromédial, c'est faux. Sur sa face intérieure, on retrouve le sillon du nerf radial. Alors ça, bon, on n'a pas le schéma au-dessus, mais en fait, vous avez dans votre poly un schéma de face antérieure, un schéma de face postérieure. Et sur la face postérieure, on voit bien qu'il y a le sillon du nerf radial. Donc, AB, c'est vrai. Et la E est vraie aussi. Dans le sillon du nerf radial, on retrouve le nerf radial et les vaisseaux brachiaux profonds. Donc oui, en fait, sur la face postérieure, il y a un passage qui est lié au passage du nerf radial. Et autour de celui-ci, on va avoir les vaisseaux brachiaux qui vont passer avec lui. Question 12. Donc, le membre pelvien comporte 4 segments. Donc ça, c'est vrai. Donc, cuisse. euh, Le membre pelvien comporte 4 segments. Cuisses, jambes. Bon, ça pareil, on va regarder, je ne sais plus en tête, parce que c'est des choses qu'on apprend par cœur, mais comme ils ne sont pas toujours, ok, pas toujours clair, on va dire. Donc, les 4 segments, on va voir la ceinture pelvienne, donc avec l'os coxal, la cuisse, la jambe et le pied. D'accord? Donc, c'est vrai. La ceinture pelvienne assure l'union de la cuisse avec le tronc. Ça, c'est vrai. C'est le principe d'une ceinture. C'est ce qu'on a vu au-dessus. La ceinture pelvienne est représentée par le fémur. Faux, attention. La ceinture pelvienne, c'est l'os coxal. Le squelette de la cuisse est représenté par le fémur. C'est ce que je vous disais, différence entre cuisse et jambe. Le squelette de la jambe est représenté par le tibia uniquement. Faux, il y a le tibia et ce qu'on appelle la fibula, ou alors vous le connaissez peut-être sous le nom de péroné. Donc on a pour la cuisse le fémur, pour la jambe, tibia et péroné. Pour tibia et fibula, pour utiliser les noms qu'on retrouve dans le poly. Concernant l'os coxal, c'est un os plat, pair et asymétrique. Donc,
eux la mettent vraie. Et effectivement, c'est vrai. C'est qu'il y a du coup deux os coxaux, un à droite, un à gauche. Donc c'est pour ça qu'il est pair. On fait un os, on considère plat parce qu'il va avoir deux longueurs dominantes. Donc un os long, c'est un os qui va avoir une seule longueur prédominante. Un os plat, c'est un os qui va en avoir deux. On va considérer qu'il y en a deux qui sont beaucoup plus grandes que la troisième. Et asymétrique, parce que vous allez voir qu'il n'est pas symétrique quand vous prenez votre schéma. Il est issu de cinq ébauches embryologiques. Donc ça, moi, je ne me rappelle plus. Mais la correction dit que c'est trois ébauches, et je pense qu'on a raison de les croire. Son bord supérieur est palpable, c'est vrai. Ça, vous pouvez le sentir quand vous sentez vos hanches. Vous pouvez sentir votre crête iliaque. D'accord? Ça, vous allez voir, c'est assez facile à reconnaître. Vous pouvez vraiment vous la palper vous-même. L'acétabulum présente une partie centrale et une partie périphérique. Alors l'acétabulum, ça, faut le voir sur Internet. Quand vous prenez votre os coxal, vous allez avoir un trou au milieu. Et au milieu de ce trou, il y a une partie centrale qui va être la partie articulaire et un truc en fer à cheval qui va être une partie de soutien. On va retrouver des graisses. Donc du coup, l'acétabulum, partie centrale cartilagineuse et partie en fer à cheval, on retrouve des graisses. C'est pour ça qu'on distingue une partie centrale et une partie périphérique. La surface périphérique de l'acétabulum et la surface semilunaire. Donc c'est vrai aussi. La partie en fer à cheval est appelée semilunaire. 14. Parmi les propositions suivantes concernant la petite circulation, laquelle ou lesquelles sont exactes? Donc, elle est également appelée circulation pulmonaire. Donc oui, la petite circulation, c'est donc là, ça c'est un truc qui est évident à comprendre, enfin, qui est nécessaire de faut le comprendre très vite parce que c'est l'explication de toute la physiologie. C'est comment passe le sang. Donc vous savez que le sang, il est envoyé dans chacun des organes, puis il est récupéré sous forme de veine. Donc le sang oxygéné, c'est un sang qui va être riche en oxygène et en nutriments, et le sang veineux, il va être pauvre. Pour se recharger en nutriments, il doit passer par l'intestin et pour se recharger en oxygène, il doit passer par les poumons. Donc la circulation pulmonaire, donc là, il faut que faut prendre un schéma du cœur. Donc là, je vais le faire lentement à l'oral, mais ça, il faut que vous arriviez à vous l'imaginer. C'est qu'on a notre veine. Notre veine va venir se transformer, va venir se jeter dans la veine cave et la veine cave va arriver au niveau de notre cœur droit. Donc il arrive au niveau de l'oreillette du cœur droit et vont se jeter dans le ventricule du cœur droit. Et du ventricule du cœur droit, on va passer au niveau de ce qu'on appelle l'artère pulmonaire. Donc là, on est toujours sur du sang pauvre. Donc l'artère pulmonaire, c'est la seule artère du corps qui va être pauvre en oxygène. Et donc de l'artère pulmonaire, on va avoir une artère pour chaque poumon qui va venir passer dans le poumon, se renchérir en oxygène. Et puis là, on va arriver à ce qu'on appelle les veines pulmonaires. Donc les veines pulmonaires, c'est aussi les seules veines de l'organisme qui vont être considérées comme des veines rouges, donc des veines riches en oxygène. Et de la veine pulmonaire, ça va se jeter au niveau du cœur gauche, donc l'oreillette gauche, puis le ventricule gauche. Et du ventricule gauche, le sang est projeté dans l'aorte et l'aorte, ça distribue du sang oxygéné à tout notre corps. Donc ça, c'est la circulation pulmonaire. Et la circulation systémique, c'est la circulation de l'aorte. Tac. Elle est vouée à la fonction d'hématose. Donc l'hématose, c'est ça, c'est la bonne distribution de sang et c'est l'échange correct entre les poumons et le sang d'oxygène. Elle est constituée par l'aorte, faux. Elle est constituée par l'artère pulmonaire, vrai. C'est ce que je viens de vous dire. A, C, E sont les bonnes réponses. Parmi les propositions suivantes concernant le cœur, lesquelles sont exactes? Alors, 15. C'est un muscle lisse. Faux. C'est pas un muscle lisse, c'est un muscle strié qui n'est pas dépendant de la volonté. Donc ça, vous allez voir, c'est une exception quand on fait dans les muscles. Normalement, les muscles lisses, c'est les muscles qui ne sont pas dépendants de la volonté, c'est-à-dire les muscles qu'on ne contrôle pas. Le cœur, on ne le contrôle pas par la pensée. Et en fait, le cœur, c'est une exception parce que c'est un muscle strié, mais qu'on ne peut pas contrôler. Donc c'est une pyramide à base triangulaire. Donc ça, malheureusement, ah ben voilà, on le voit. Pyramide à base triangulaire, c'est ça qu'on voit. Donc effectivement, on imagine assez facilement qu'il y a un triangle. Euh, donc, on est question 15. C'est la pompe mobilisatrice du sang. Oui, ben effectivement, sans le cœur, le sang arrête d'être distribué au vaisseau. C'est lui qui permet de mettre toute la pression pour une bonne vascularisation des tissus. Il est situé au milieu de la cavité thoracique. Bon, alors ça, c'est pas exactement vrai,
mais ça doit être une phrase qui est tirée du poli, parce qu'il est, vous savez, peut-être plus à gauche qu'à droite, mais on considère que le médiastin, c'est le milieu de la cavité thoracique, et que comme il est dans le médiastin, alors à ce moment-là, on considère qu'il est au milieu de la cavité. 5, il est de la taille d'un point fermé. Pareil, donc ça, c'est des phrases qui sont tirées du poli. Donc c'est pour ça que quand je dis dans le poli, il y a tout qui tombe. Ça, je pense que c'est typiquement une question d'anal. Donc tu vois, avant, il y avait certaines questions qui ne ressemblaient pas à des questions d'anal. Ça, c'est une question qui est déjà tombée au concours une année. Vous voyez que c'est quand même pas très compliqué. Donc en général, les questions d'anatomie ne sont pas très dures, mais il faut une vraie connaissance du cours. Parce que il n'y a pas de question, enfin, c'est pas piégeux. Si on connaît notre poli, si on connaît ce qu'il y a écrit dedans, on a de bonnes notes à chaque fois. Par contre, il faut connaître, il faut savoir, par exemple, ce genre de comparaisons qui peuvent paraître un peu loufoques, ben, il faut les connaître. Et vous allez voir qu'on va comparer ensuite la prostate à un gland, on va comparer les surrénales à des noisettes. Enfin, c'est qu'il y a plein de comparaisons un peu cheloues, mais ça peut tomber le jour du concours. Donc, c'est à connaître. Question 16. Donc, les bonnes réponses pour la 15, c'était B, C, D, E. L'aorte se termine à la hauteur de L5. Donc là, est-ce qu'on a un schéma pour vous montrer? Non, on n'a pas vraiment de schéma. Mais en gros, non. C'est que donc l'aorte et la veine cave, vous savez que c'est deux gros vaisseaux qui vont venir parcourir l'ensemble du corps. Donc quand on est à L4, L5, on va reprendre le schéma du dessus, on voit des vertèbres. On est à ce niveau-là. L'aorte, elle part du cœur qui est à peu près situé à ce niveau-là. Donc en fait, l'aorte va être là. On va avoir donc notre ventricule gauche. L'aorte qui va au début être montante, elle va monter, avant de se caler contre la colonne vertébrale, de redescendre, de traverser le diaphragme pour rentrer au niveau du péritoine. Elle descend, elle descend, elle descend, elle descend. Et à ce niveau-là, au niveau de L4, l'aorte va se diviser dans les vaisseaux iliaques, c'est-à-dire en fait le précurseur des vaisseaux fémoraux. C'est-à-dire que là, on va avoir un tronc qui va être tout droit, et puis la séparation, un qui part à droite, un qui part à gauche. Pour la veine, donc du coup, c'est le chemin inverse. Les veines vont venir récolter le sang des pieds, monter, 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 monter jusqu'au cœur, avant d'aller dans les poumons pour pouvoir repartir dans l'aorte. Et les veines, elles, par contre, elles vont se réunir en L5. Donc du coup, l'aorte se termine en L4 et la veine cave inférieure commence en L5. Alors oui, mon cours, c'est ça. 15, 15, 15. Donc l'aorte se termine à la hauteur de L5, c'est faux. Elle se termine à la hauteur de L4, ça c'est vrai. Dès son origine, l'aorte donne naissance à deux artères coronaires. Ça aussi, c'est un truc qui est vrai. C'est, est-ce qu'on a un schéma du cœur? Bon, on va pas le voir ici, mais dès qu'elle va naître, l'aorte, au tout début de son tronc, les artères coronaires, c'est les artères qui irriguent le cœur. Donc ça, il faut le savoir. Les artères coronaires vascularisent le myocarde. Ben oui, donc les artères coronaires, c'est ce qui va permettre de vasculariser le cœur lui-même. Et le cœur, c'est un muscle qui s'appelle le myocarde, qui permet d'assurer son battement. Et notamment, vous avez sûrement déjà entendu parler des infarcts. Un infarctus, c'est quand on va avoir une artère coronaire qui se bouche. Du coup, le cœur va plus pouvoir être vascularisé. Du coup, il va se bloquer. Et du coup, c'est ce qu'on appelle dans le langage courant une crise cardiaque. C'est quand on va avoir ces artères qui vascularisent le cœur qui vont se boucher. Les capillaires pénètrent tous les tissus de l'organisme. Alors ça, c'est faux. Alors, quelle est la description de la réponse? Donc en fait, les capillaires, c'est la distribution des vaisseaux à la plus petite échelle. C'est qu'on a notre aorte de base, puis ensuite on va avoir par exemple l'artère rénale, puis on va avoir l'artère rénale supérieure, puis l'artère rénale supérieure, l'artériole rénale supérieure, puis ensuite on va avoir encore une petite artère, arriver à un niveau qu'on appelle les capillaires. Les capillaires, c'est quand on n'est plus sur un seul tube, mais on est sur plein, 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 plein de microtubes. Et c'est là que les échanges se permettent. Parce que les capillaires ont une paroi qui est très fine. Donc, du coup, ça permet aux vaisseaux d'envoyer les nutriments, d'envoyer leurs trucs en échange de récupérer les produits de dégradation de chacun des organes. Donc, du coup, les capillaires, c'est précisé dans le cours, qui vont pénétrer tous les organes parce qu'ils ont besoin d'être vascularisés, sauf quatre endroits qui sont les épithéliums pavimenteux, la cornée, le cristallin. Bon, je ne sais plus quel est le quatrième, mais en gros, il y a quatre exceptions. Donc, du coup, les capillaires pénètrent tous les tissus. C'est faux. Il y en a quatre qui ne sont pas pénétrés. 17. La cavité nasale s'ouvre en avant par les choanes. Alors ça, c'est faux. Les choanes, ça va être l'ouverture. Donc la cavité nasale, c'est le nez. Et en avant, on a deux orifices. Le choane, ça va être sur la partie inférieure. Quand on respire, par le nez, l'air rentre, puis on arrive dans la cavité nasale. Et puis il y a une ouverture sur ce qu'on appelle le neuropharynx, sur le nasopharynx.
Là, pareil, c'est avoir un schéma qui aurait été le plus facile pour vous montrer. Bon, là, on ne peut pas le voir, mais du coup, le koan, c'est l'ouverture postérieure de la cavité nasale. La cavité nasale est séparée en deux par le septum. Donc la B est vraie parce que ça s'ouvre en arrière par les Cohen. La cavité nasale est ouverte, séparée en deux par le septum nasal, c'est vrai. Le septum nasal, c'est cette peau entre nos deux narines qui cloisonne en deux notre cavité. La cavité orale peut suppléer la cavité nasale. Alors ça, oui, vous savez bien que si jamais on se bouche le nez, on peut toujours respirer avec la bouche. La cavité orale peut réchauffer et filtrer l'air. Faux. Donc, la cavité orale peut suppléer la cavité nasale, mais la cavité nasale a bien une fonction particulière. C'est que quand on respire avec le nez, ça permet à l'air d'être filtré, donc ça permet à quelques poussières et quelques particules d'être stoppées au niveau de nos poils de nez, si vous voulez tout savoir. Et ça permet aussi de réchauffer l'air, parce que du coup, en passant dans la cavité nasale, dans la cavité nasale, ça va passer par des espèces de petits conduits, et au contact de la membrane de la cavité nasale, l'air va se réchauffer. Donc, du coup, ça va être plus facile pour les poumons d'absorber de l'air chaud que de l'air froid. Donc, voilà. Par contre, en revanche, la cavité orale, comme elle est très grande, quand on respire avec la bouche, ça descend directement au niveau des poumons. C'est pour ça que quand vous respirez avec la bouche, ben, l'air est plus froid que quand vous respirez avec le nez. Ça, vous pouvez le sentir en essayant. 18, le pharynx. Alors, c'est quand même trop bête de ne pas vous montrer les schémas parce que sinon on ne comprend rien. Je vais essayer de retrouver un schéma pour vous le montrer. Prendre 3 minutes. Alors, le pharynx, le pharynx, le pharynx. Euh, Où est-ce que c'est? Bon, le problème, c'est que je ne me rappelle plus de l'ordre des schémas. Donc là, je pense que Dan vous l'a déjà filé, mais c'est important d'avoir les schémas d'Anat assez vite, parce qu'en fait, sans ça, c'est imbitable, impossible de bien comprendre le poly. Donc là, je vais vous partager le poly de schéma pour vous montrer. Donc ça, c'est bon. Non, votre partage est en cours de chargement. Ok, parfait. Voilà, donc là, vous voyez ce que je vais vous montrer. Donc là, tout à l'heure, on parlait de la cavité nasale. Là, c'est ce qu'on appelle les Coan. D'accord? C'est cette partie-là, cette ouverture de la cavité nasale sur le nasopharynx. Par contre, le pharynx, ça va correspondre à toute cette partie-là. D'accord? C'est la partie derrière le nez, derrière la bouche, qui descend, et ça va être le début de l'œsophage. L'œsophage, c'est ce qui va descendre à ce niveau-là. Tac, arrêtez le partage. Maintenant, je vais vous afficher le QCM. Ok, non, non. C'est bon, voilà. Donc, du coup, vous avez vu ce que c'était le pharynx, a une forme de devis-cornet ouvert en avant. Ça, c'est complètement vrai. Le pharynx est l'organe de la phonation? Non. Alors ça, vous ne l'avez pas vu sur le schéma, mais c'est ce qu'on appelle c'est le larynx, l'organe de la phonation. Et on le retrouve au début des voies aériennes. Alors que le pharynx, c'est le début des voies pour manger, on va dire. Le larynx n'est pas l'organe de la phonation. Si, bah, c'est bien l'organe de la phonation. Le larynx est constitué de 3 cartilages. Non, c'est faux. Le larynx est constitué de 5 cartilages. Le cartilage cricoïde est communément appelé la pomme d'Adam. Non, la pomme d'Adam, donc ce que certaines personnes ont, bah, en l'occurrence, je ne l'ai pas, c'est le cartilage thyroïde un peu développé qui va entraîner une espèce de bosse à ce niveau-là. 19. Alors, super QCM, on va voir un peu le cœur. 13 appartient au cœur droit. 13, hop. Non, ça, vous allez voir que là, c'est les abouchements des 4 veines pulmonaires. Les 4 veines pulmonaires, c'est le sang qui est riche en oxygène. Donc, du coup, c'est le cœur gauche. 11 appartient à la petite circulation. Vrai, c'est la circulation pulmonaire qu'on a vue tout à l'heure. Ça, c'est l'artère pulmonaire. Ces deux, donc le sang, je vous rappelle, arrive par la veine cave, arrive au niveau de l'auricule droit qui est caché par l'auricule gauche. Au niveau de l'auricule droit, va descendre dans le ventricule droit qu'on voit ici, va remonter par les artères pulmonaires, va passer par le poumon. Là, il passe par le poumon, il s'oxygène, il rentre par les veines pulmonaires. Là, c'est l'auricule gauche. Il traverse
la valve, il arrive dans le ventricule gauche. Et là, il va remonter par l'aorte. Et de l'aorte, il va venir se vasculariser partout. Donc 11 appartient à la petite circulation, c'est vrai. 3 est l'artère subclavière gauche. Alors ça, on sait que c'est faux. Pourquoi? Parce que vous voyez que là, il y a une différence. D'un côté, il y en a une, d'un côté, il y en a deux. Donc là, on est sur les artères des membres supérieurs, les artères qui vont vasculariser et l'épaule, le bras et aussi toute la tête. Donc, c'est des artères très, très importantes. Et en fait, là, il y a une différence anatomique. C'est qu'à droite, on va avoir une seule veine, une seule artère, pardon, qui va venir se diviser après coup en artère subclavière pour les bras et artère carotide pour toute la tête, alors que sur la gauche, on va avoir justement une artère subclavière qui va directement venir se différencier de l'aorte, avec une artère carotide qui, elle aussi, se différencie directement de l'aorte. Alors, j'ai vu un message. Les réponses à la question 18, pardon. Question 18, ça va être juste la A. D'accord? Parce que là, c'est faux, c'est le cartilage thyroïde. Le larynx est constitué de 5 cartilages. Le larynx est bien l'organe de la phonation, donc c'est faux de dire que ça ne l'est pas. Et du coup, comme c'est le larynx, l'organe de la phonation, c'est pas le pharynx. Donc, 13 appartient au cœur droit, c'est faux. 11 appartient à la circulation, c'est vrai. 3 est l'artère subclavière gauche, c'est faux. L'artère subclavière gauche, c'est représenté par la 1. 15 appartient au système qui draine le sang venu des membres pelviens, du pelvis et du tube digestif intradiaphragmatique. Donc là, on est sur donc, la veine cave. C'est important de savoir qu'il y a une veine cave qui va venir récupérer le sang de nos parties supérieures, donc c'est la veine cave supérieure, et une veine cave qui va venir récupérer le sang de nos parties inférieures. Donc là, c'est la veine cave inférieure qui est indiquée, parce que la partie supérieure est ici, la partie inférieure est là. Du sang venu des membres pelviens, donc c'est vrai, du pelvis, c'est vrai, et du tube digestif infradiaphragmatique, pardon. Donc ça, c'est complètement vrai, et ça correspond à toute la partie qui va être sous le cœur. Et effectivement, toute la partie qui va être sous le cœur va être drainée par la veine cave inférieure. 4 se dirige au niveau du flanc gauche de T4. Ça, c'est vrai aussi. Donc, il faut savoir que quand les deux vaisseaux descendent, donc je dis que d'un côté, il y a l'aorte et de l'autre, il y a notre veine cave. La veine cave va être à droite et l'aorte va être à gauche. Donc, en fait, euh, on va dire que l'aorte va toujours rester, parce que le cœur est à gauche, l'aorte va rester sur la partie gauche de la colonne vertébrale, donc toujours sur la gauche, alors que la veine cave, elle, va avoir tendance à se mettre un peu plus à droite. Question 20. Les deux feuillets du péricarde, donc le péricarde, je vous rappelle que c'est une des trois séreuses avec le péritoine et la plèvre. Tout comme ceux de la plèvre, délite une cavité virtuelle. Donc non, c'est faux, parce que le péricarde, il va y avoir du liquide à l'intérieur, un peu comme le péritoine, où il y a une nécessité de présence de liquide pour assurer sa fonction. Donc, entre les deux feuillets du péricarde, il y a du liquide. Entre les deux feuillets de la plèvre, il n'y a pas de liquide. Donc, entre la plèvre, cavité virtuelle, péricarde, cavité réelle. Le feuillet viscéral du péricarde adhère au tissu myocardique, c'est vrai. Donc, ça, c'est les couches du cœur que vous allez devoir apprendre. En gros, il y a le myocarde qui va être recouvert par le péricarde. Et donc, du coup, péricarde viscéral, c'est celui qui va s'être le, contre le myocardique, contre la partie myocardite. Donc du coup, on différencie les deux feuillets avec d'un côté le feuillet qui va être viscéral, proche des viscères, et celui qui va être pariétal, celui qui va être à l'extérieur, viscéral à l'intérieur. L'aorte thoracique descendante se termine au niveau de T12 en traversant le diaphragme par le hiatus aortique. Ça aussi, c'est vrai. Euh, Parce que du coup, après T12, donc là, si on reprend notre schéma là-haut, sur la vertèbre qui était intéressant. Donc L5, L4, L3, L2, L1, T12. Donc c'est à ce niveau-là que l'aorte va venir traverser. Et donc on va passer de l'aorte aortique à l'aorte abdominale. D'accord? C'est pour ça qu'on parle de fin de l'aorte thoracique. C'est que l'aorte continue à descendre, mais elle va changer de nom pour devenir l'aorte abdominale. La veine cave supérieure naît de la convergence des deux veines brachiocéphaliques. Ça, c'est vrai aussi. Donc, là, ici, je vous ai dit, le 1, c'est la veine, l'artère subclavière gauche, l'artère carotide gauche, et lui, c'est le tronc artériel brachiocéphalique.
Et donc, en fait, la confluence de ces deux artères, ça va être le tronc artériel brachiocéphalique. Les veines, elles, pour le coup, elles sont divisées directement en deux troncs, comme ça. C'est qu'il n'y a pas deux veines différentes. Enfin, il y a notre veine jugulaire qui va descendre, notre veine subclavière qui va arriver. Ils vont se réunir en deux troncs à ce niveau-là, et puis les deux vont se rejoindre pour former la veine cave supérieure. Donc, ça fait tac, tac, veine cave supérieure. Mais ça, en fait, ça paraît peut-être un peu compliqué quand je le dis comme ça, mais c'est très facile quand vous le visualisez. Si vous prenez une application, si vous prenez vos schémas, c'est très facile à visualiser et à s'imaginer tout ça. La veine cave inférieure prend son origine au niveau de L5. Donc ça aussi, attention, ça peut être un piège vraiment pas cool, c'est qu'on vous dise la veine cave se termine en L5. Non, l'aorte se termine parce que c'est le sens de circulation, le sang descend. En l'occurrence, pour la veine cave, c'est le sang qui monte. Donc du coup, la veine cave prend son origine en L5 et ne se termine pas en L5. Donc ça, attention. Donc les bonnes réponses pour la 20, c'est B, C, D, E. Question 21. Un est situé au niveau de la base du cou. Vrai, là c'est le poumon, c'est le lobe supérieur. Et en fait, on va pouvoir le sentir à ce niveau-là. 6 se repose sur la coupole diaphragmatique. C'est vrai, le diaphragme est en dessous et le poumon va venir épouser la partie supérieure du diaphragme. 4 existe aussi sur le poumon gauche. Donc attention, la différence entre le poumon droit et le poumon gauche, c'est que le poumon droit va avoir trois lobes. Et comme il y a le cœur à gauche, le poumon va être plus petit. Il va avoir plus que deux lobes. Donc du coup, on ne va pas avoir cette scissure ici dans le poumon gauche parce qu'on va avoir que les deux gros lobes. 5 est le lobe inférieur. Faux, c'est lui le lobe inférieur. Lui, c'est le lobe moyen. 8 est le bord antérieur du poumon droit. Faux. Qu'est-ce qu'on dit? 21, c'est le bord postérieur. D'accord? Parce qu'en fait, la partie du lobe inférieur va être en arrière, alors que celui-ci, il va être en avant. Le lobe médial, il va être en avant. 22, on prend notre oesophage. Donc là, on passe sur le système digestif, qui est un gros cours. 2 est un élément du tube digestif. Alors ça, c'est faux parce que c'est lié au système aérien, parce que ça, c'est le début de la trachée. Là, on voit, alors que là, on fait bien différence. Moi, je vais vous expliquer les structures qu'il y a. Là, on est très haut. On est au niveau des vertèbres cervicales. D'accord? On est à peu près à ce niveau-là. Donc, du coup, là, ça va être la séparation entre la voie digestive et la voie aérienne. Et ça, c'est le cartilage cricoïde qui appartient à la voie aérienne. La voie aérienne, elle va descendre. Là, on va plus la voir. Elle va plus être représentée. Et puis, elle va être à nouveau représentée à ce niveau-là. C'est la trachée qu'on voit qui va se diviser en deux branches. Et en fait, sur le même plan, donc sur le même plan frontal, on va avoir la trachée et juste derrière, on va avoir l'œsophage. L'œsophage, c'est la structure qui est dessinée en continu. Bon, là, il y a trois petits traits pour la représenter, tac, 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 avant d'arriver au niveau de l'estomac. Donc là, c'est notre diaphragme. Et ça, c'est l'aorte. Donc le cœur est ici et l'aorte, tac. Ici, le tronc veineux brachiocéphalique gauche qui va se diviser en veine subclavière pour le bras, en veine cervicale pour la tête. Et ici, subclavière cervicales qui sont déjà ouais, carotide, pardon, quand je dis cervicale, c'est carotide, hein, je me trompe, mais c'est l'artère carotide qui va venir vasculariser les structures de la tête. Ensuite, ça c'est notre aorte. Donc voilà, ça il faut bien comprendre ça. Donc 2 est un élément du tube digestif, non c'est faux, c'est le cartilage cricoïde, membre du système aérien. 3 est l'aorte, non, ça c'est l'œsophage, l'aorte est ici. 9 est l'œsophage thoracique. Alors oui, 9 c'est bien l'œsophage thoracique. Alors non, je raconte, non. C'est l'œsophage thoracique, on est sur la 22 là. 22, pardon, oui, non. Le 8, c'est l'œsophage thoracique. Le 9, c'est bien l'aorte. J'ai déraillé. Donc voilà, là, c'est ce qu'on a bien dit. L'œsophage ici, l'aorte là. Donc 8, l'œsophage thoracique, 9, aorte. 12 est en rapport avec le lobe gauche du foie. Alors, l'œsophage, oui, parce que donc ça, pareil, il faudra un schéma plus global pour voir. Très bien, on le voit ici. On voit que le foie, en fait, il va venir déborder sur l'estomac. Donc en fait, la fin de l'œsophage va venir avoir un rapport avec le lobe gauche du foie. Là, je vous rappelle que là, c'est un truc qu'on voit de face. Du coup, en fait, ça correspond à la partie droite du corps et ça à la partie gauche. Du coup, hop, on voit que ça correspond au lobe gauche, ça au lobe droit. Lui a bien un rapport avec le lobe gauche du foie. 8 est en rapport avec l'atrium gauche aussi. Donc ça, il n'y a aucun schéma, on le voit. Mais en fait, on dit que l'œsophage va être en rapport avec le ventricule, l'oreillette ou l'atrium, c'est la même chose, gauche du cœur.
Alors ça va peut-être vous paraître un peu barbare comme information, mais je sais que moi, c'est ça qui m'a permis de le retenir. C'est que vous avez votre oesophage, vous avez votre cœur, et que des fois, quand on veut étudier le cœur, un des trucs les plus faciles à faire, c'est de mettre une sonde dans l'œsophage avec un endoscope, passer par l'œsophage, et de l'œsophage, en fait, on voit très bien le cœur. On ne le voit pas parce qu'il y a la structure de l'œsophage, mais quand on met des sondes, quand on met des choses pour mesurer les battements du cœur, c'est là qu'on va voir le battement le plus précis, parce qu'on est à l'intérieur, et parce qu'en fait, on va être juste à ce niveau-là. L'œsophage, il descend comme ça, tac, tac, tac. Et donc, du coup, quand on se cale à ce niveau-là, on va avoir donc le rapport avec l'oreillette gauche du cœur, et c'est très facile, et on va avoir un super examen. Donc les bonnes réponses sont la D et la E. Question 23. Donc là, on tombe sur un schéma de notre estomac, on voit bien, avec ici œsophage, ici duodénum, ici pancréas. 13 est séparé du fundus par l'incisure angulaire. Donc 13, c'est notre œsophage. Le fundus, ça va être la partie supérieure de l'estomac. Et donc ça, on nous dit que c'est faux parce que c'est pas l'incisure angulaire, mais l'angle de His. En fait, ça, c'est un nom, ça s'appelle l'angle de His, et c'est l'angle de His qui sépare l'œsophage terminal avec notre fundus. 13 se termine au niveau de TH12, de T12, pardon. Donc c'est faux, on nous dit que 13 se termine au niveau de T10 ou de T11. Ok. 1 est une zone à sécrétion alcaline. C'est vrai. Donc, cette partie-là, sécrétion alcaline. Cette partie-là, sécrétion acide. Ça, vous allez le voir dans votre cours. On vous l'explique. 4 est l'artère gastrique gauche. Tac, 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 tac. Donc, non, ça, c'est sûr que c'est pas l'artère gastrique gauche. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, on est au niveau de T12. En fait, le repère qu'on peut avoir, c'est que le tronc cœliaque, c'est donc dans notre aorte, quand on rentre au niveau de T12 dans le diaphragme. Et au niveau de T12, directement, on va avoir un gros tronc artériel qui va sortir. Et ce tronc artériel, il va se diviser en trois. Donc, la plus grosse branche, ça va être l'artère hépatique commune. Donc, hépatique, c'est pour le foie, qui va partir vers le foie. Puis ensuite, on va voir l'artère splénique, c'est pour la rate. On la voit ici, qui va venir vasculariser la rate qui est ici. Et la dernière, c'est l'artère gastrique gauche. OK? Et en fait, si on voit que ce n'est pas une artère du tronc cœliaque qui est désignée quand on parle d'artère gastrique gauche, on sait que c'est faux. Là, ça va être ici l'artère gastrique droite, qui va être un dérivé de notre artère hépatique. Ok, voilà. Donc ça, c'est les trucs à apprendre. Je sais que ça paraît barbare et que ça, vous ne le connaissez pas encore, mais c'est à force de le revoir, à force de le lire, à force de le comprendre, que ça rentre. 5 est l'artère gastro-duodénale. Donc ça, je pense que c'est vrai aussi. Donc parce que on a notre artère. Alors pour être précis dans les termes, je ne vais pas vous embrouiller, mais bon, il faut le faire pour pouvoir vous expliquer la correction. C'est que là, on a notre artère hépatique commune. Et dans cette artère hépatique commune, elle va se diviser en artère gastro-duodénale. Donc c'est pour irriguer tout le duodénum et une partie de l'estomac. Donc là, on le voit qu'il se divise en deux, avec une partie pour le pancréas duodénum et une partie pour la grande courbure de l'estomac. Elle se divise en artère gastrique gauche, donc pour la petite courbure de l'estomac. Et ensuite, elle devient l'artère hépatique propre, donc juste l'artère qui va venir vasculariser le foie. Donc 23, la correction CCE. 24. 1 est la veine porte. Alors ça, ces schémas, au début, ils paraissent très compliqués parce qu'il y a plein de choses, mais c'est exactement ce qu'on vient d'expliquer. Donc là, si on reprend, on a notre œsophage, on a notre estomac. Donc là, l'aorte n'est pas représentée, mais l'aorte, ce serait à ce niveau-là. Et on verrait nos trois branches de notre tronc cœliaque avec la branche splénique, la branche hépatique et la branche gastrique gauche. Là, il n'y a pas du tout de sang artériel. Là, on n'a que le sang veineux. Mais sauf qu'en fait, le sang veineux, on va suivre des chemins similaires à nos artères. Donc, on va avoir la veine splénique, on va avoir la veine gastrique gauche. Et en fait, bon, ça, je ne peux pas vous l'expliquer maintenant parce que c'est l'objet d'un cours entier, mais vous savez que le foie a une vascularisation différente parce que tout notre sang, enfin, une grande partie du sang va être traité par le foie, va être nettoyé par le foie. Du coup, en fait, tout le sang va venir converger, tout le sang du tube digestif et de la rate va venir converger au niveau du foie.
Donc du coup, c'est pour ça qu'on a la veine porte. Et cette veine porte, c'est le sang qui va amener le sang au foie pour pouvoir le nettoyer. Donc 1 est la veine porte, oui. 2 est la rate, oui. 3 est la veine mésentérique supérieure, oui. 4 fait partie du côlon gauche. Donc là, on se rappelle les repères. Là, on voit quelque chose de face. Du coup, c'est à droite. Là, c'est à gauche, oui. Alors, pour faire le tube digestif, estomac, duodénum, anse jéjunale, anse iléale. Donc là, ça a été simplifié parce que là, il y a 7 mètres d'intestin. Hein. Donc, en fait, ça recouvre tout. Donc, ça n'a pas été mis. Ensuite, là, on arrive au niveau du côlon ascendant, côlon transverse, côlon descendant, rectum. Et le côlon descendant est aussi appelé côlon gauche parce qu'il est à gauche, et le côlon droit, c'est le côlon ascendant. Donc 4 fait partie du côlon gauche vrai, 4 fait partie du côlon droit faux parce que c'est le côlon gauche. 25. Donc là, on arrive au niveau, on a un zoom sur notre veine porte. Donc là, c'est comme si on avait fait ça, comme zoom. Tac, 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 tac. Donc juste cette partie-là. Donc là, on a notre zoom, sauf que là, on n'a que notre veine porte. Et là, on a décidé de rajouter les artères, parce qu'il y a l'artère hépatique dont on a parlé tout à l'heure, juste ici, qui va venir se rajouter avec la veine porte, qui va être plus fine, mais qui va quand même être là. Et il y a aussi les voies biliaires, parce que le foie sécrète de la bile. Et en fait, les voies biliaires vont prendre le même chemin. Donc, le tronc porte, au niveau du foie, on va avoir le tronc porte, l'artère hépatique et les voies biliaires. Donc là, c'est ce qu'on voit ici. C'est qu'on a le plus gros qui est derrière. Là, on voit mal, hein, je suis désolé, mais je ne peux pas faire autrement. Là, on voit en 5 qu'on a notre truc la plus grosse, ça va correspondre à la veine porte. On a notre truc avec nos traits qui correspond toujours à l'artère. Tac, tac, tac. Donc, notre artère qui fait ça. Et là, on voit le canal tout fin et qui est blanc, qui va correspondre aux voies biliaires. Donc là, c'est ce qu'on appelle la vésicule biliaire. Ça permet, quand le foie sécrète, mais qu'il va sécréter trop de bile, de permettre d'avoir du stock ici. Donc là, on voit bien donc notre veine porte, ici, qui commence là, donc ce qui va faire la confluence de ces trois structures qui montent dans le foie, l'artère hépatique qui va venir monter ici, et nos voies biliaires qui vont venir ici et qui vont venir directement se jeter au niveau du duodénum. Parce que à quoi ça sert la bile? C'est pour la digestion. Ça permet de dégrader certains nutriments pour que ce soit plus facilement absorbé. Et en fait, les voies biliaires, ici, donc vésicule biliaire, le foie, canal cystique, canal hépatique, canal cholédoque, vont venir se joindre aux voies pancréatiques. Là, la voie ici, la confluence, c'est qu'au niveau du pancréas, le pancréas va aussi sécréter ce qu'on appelle des lipases qui vont permettre d'aider pour la digestion. Donc, du coup, quand on va manger, automatiquement, le foie va s'activer, le pancréas va s'activer et on va avoir une confluence de ces deux zones pour venir se jeter dans le duodénum. Maintenant, on va y voir les questions qu'on nous pose. 1 est l'artère hépatique commune. Ça, 25, on sait. Erreur. Mais c'est l'artère hépatique propre. Pourquoi? Parce que là, c'est ce qu'on a dit. On a notre tronc cœliaque qui est à ce niveau-là. Tronc cœliaque, artère hépatique commune, division avec l'artère duodéno-pancréatique, artère hépatique propre. Donc, c'est exactement ce qui se passe ici. Artère hépatique commune, division avec la partie duodéno-pancréatique, artère hépatique propre à ce niveau-là. 2 est le conduit pancréatique principal. Donc ici, on voit bien que c'est dans le pancréas et lui, ça correspond au conduit principal parce qu'il y a un conduit mineur qui va venir se boucher tout seul à ce niveau-là, mais là, qui n'est pas montré. 3 est la veine mésentérique inférieure. Alors là, on voit bien qu'on est sur une structure veineuse, d'accord? Et en fait, le tronc porte dont je vous ai parlé et qu'on voyait assez bien ici, ça va être le confluent de trois veines. Et si on les voit bien, la veine splénique, la veine mésentérique inférieure et la veine mésentérique supérieure. Donc là, quand on reprend ces rapports-là, on voit bien la veine splénique, la veine mésentérique inférieure, la veine mésentérique supérieure. Donc la 3 est vraie. 4 est la veine mésentérique supérieure, c'est vrai aussi. 5 est la veine cave inférieure. Faux. La veine cave inférieure, c'est la veine dans laquelle la veine porte va venir se jeter. Donc là, on ne la voit pas ici en l'occurrence. Et donc du coup, pour la réponse à la question 25, on va avoir comme bonne réponse la B, la C et la D. Pas des parties communes hépatiques propres. 5, veine cave inférieure, c'est faux.
26. Alors là, on est sur une coupe horizontale. Donc, on voit bien qu'on a tout notre vertèbre qui montre bien qu'on nous a coupé à ce niveau-là. Donc, L1, alors, à nouveau, est-ce que vous avez une idée de ce que peuvent être ces structures? Donc là, à nouveau, si quelqu'un se sent de prendre la parole, ça ne me ferait que trop plaisir. Sinon, ben, répondez avec le chat. Donc, c'est à nouveau les reins. Effectivement, donc dans les reins, on voit les calices, qui sont la première partie des voies réceptrices, les bassinets. Et donc là, si on n'était pas sur une coupe horizontale, mais sur une coupe frontale, on verrait que ça va devenir les uretères qui vont venir se jeter dans la vessie pour devenir l'urètre et pour faire sortir le pipi. Donc du coup, calice bassiné. Là, on voit qu'il y a notre, c'est toujours l'artère c'est toujours l'artère. À gauche, avec les trucs centrés, ça correspond à la veine. Donc aorte, pardon, je sais pas si, je ne sais pas ce que j'ai raconté. Et ici, la veine. Alors, tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous rappelez, on nous a posé la question de est-ce que l'aorte est sur le flanc gauche de la colonne? Et la réponse était oui. Et je vous ai dit que la veine cave était à droite de l'aorte. Alors que là, quand on voit sur ce schéma, on a l'impression que l'aorte va être plus à droite, alors que la veine cave va être plus à gauche, alors que je vous ai dit l'inverse. Est-ce que quelqu'un a une idée de pourquoi sur ce schéma, on va avoir la veine cave qui va être à gauche, alors que normalement, elle est située à droite de l'aorte? Alors, si quelqu'un se lance, je vous laisse 15 secondes pour me faire un truc. Ok, on voit d'en bas. C'est ça. Alors, effectivement, pourquoi? Parce que sur les coupes comme ça, le but, c'est de reproduire ce qu'on voit sur un scanner. Et sur un scanner, en fait, on voit d'en bas. Donc, du coup, là, si on a l'impression de voir par en haut, on a l'impression que l'aorte va être à droite et que la veine va être à gauche. Alors qu'en l'occurrence, quand on regarde par dessous, et c'est le cas, les schémas nous représentent par dessous, en fait, on voit bien que ça correspond à la partie gauche et ça correspond à la partie droite. Donc ça, c'est à distance un peu compliqué de bien vous le faire comprendre à ceux qui ne comprennent pas, mais dites-vous que tous les schémas, on les voit d'en bas. Ok. Ce qui explique que toutes les structures soient inversées. Donc là, juste imaginez-vous que ça, c'est pas une vue de dessus, que si on prend quelqu'un et qu'on le coupe en deux, c'est comme si on prenait son tronc et qu'on regardait par-dessous. Et si quand on regarde par-dessous, on verrait exactement ça. Donc là, il y a le rein, là, il y a la veine, là, il y a l'aorte, là, ce qu'on appelle les calices, et là, c'est tous les muscles du dos que moi-même, je ne connais pas. Donc, quelles sont les questions? Un est la veine cave caudale. Alors, question 26. Donc oui, c'est vrai, la veine cave caudale, parce qu'on est au niveau de L1, et tout ce qu'il y a en dessous du cœur va venir se jeter dans la veine cave caudale. 2 est l'artère mésentérique supérieure. Alors, c'est vrai aussi. Donc là, euh, comment on peut savoir ça? C'est un peu particulier. C'est que la veine rénale gauche va venir passer entre l'artère mésentérique supérieure et l'aorte. L'artère mésentérique supérieure, elle va naître en T12L1. Et en fait, on va expliquer que là, il y a un grand risque. Et pourquoi on sait ça? Et pourquoi c'est important de connaître le fait que la veine rénale gauche passe entre l'artère mésentérique et l'aorte, c'est que régulièrement, il peut y avoir une compression. Comme on est sur deux structures qui sont assez importantes, ça arrive régulièrement que cette veine-là soit comprimée entre les deux artères, parce que c'est des gros débits et parce que quand il y a un peu de sang, ça peut comprimer. Et en fait, du coup, on peut avoir plein de problèmes rénaux gauche liés à une activation de cette pince, d'accord? Ce qu'on appelle la pince artéro-mésentérique. 3 est l'aorte abdominale, c'est vrai aussi. 4 est un calice mineur. Alors, les calices, c'est le début des voies exéctrices de l'urine. En fait, le calice mineur n'est pas représenté sur ce schéma. Le calice mineur, il va être à ce niveau-là. D'accord? Et là, il y a trois calices majeurs. Donc, 4 est un calice majeur. Et en fait, comme je vous l'ai dit, les voies exéctrices, ça fait calice mineur qui vont se regrouper en trois calices majeurs qui vont se regrouper en bassinet. Bassinet, c'est le première voie exéctrice à proprement dite. Ensuite, urtère, vessie, urètre et extérieur. 5 et le muscle carré des lombes. Bah, alors ça, il faut le connaître aussi du coup. Mais moi, j'avoue que je les ai appris en P1 et que depuis, je ne me rappelle plus. Donc voilà, ça, c'est le carré des lombes. Question 27. Partie en doc. Donc,
coupe du cerveau. Ah oui, putain. Alors là, vous allez voir, le cerveau aussi, c'est une partie qui n'est pas évidente. Mais ça, c'est la fin, donc vous allez le voir à la fin de votre quad. C'est bien de commencer à comprendre parce que le cerveau, bah, vous allez voir, vous en avez tout le temps besoin. Et qu'ensuite, en P2, en troisième année, et même pour toutes vos études, c'est fondamental d'avoir bien compris l'anatomie en P1. Si vous ne l'avez pas compris en P1, en fait, un peu compliqué à rattraper. Du coup, voilà, prenez le temps, et en plus, vous avez un peu de temps parce que vous êtes en terminale, de bien prendre vos coupes, de bien comprendre, de bien agencer vos structures dans votre tête. Donc, question 27. Donc, pardon, ce n'est même pas la question 28, c'est la question 27. Concernant le testicule. C'est une glande paire et mixte. Oui. Pourquoi c'est une glande mixte? Parce qu'on va dire qu'elle va avoir deux types de sécrétions. À la fois, elle va sécréter du sperme. Du coup, on va appeler ça une glande exocrine, c'est-à-dire des sécrétions qui vont directement se mettre dans le milieu extérieur. Et on va avoir aussi une sécrétion de testostérone qui, elle, va être une glande endocrine. Donc ça, pareil, c'est l'objet d'un cours en entier. Donc c'est compliqué pour moi de vous expliquer la différence exacte entre les glandes endocrines et endocrines. Voilà, retenez qu'une glande mixte, c'est une glande qui va avoir à la fois une sécrétion pour le reste des organes, qui va passer par le sang, c'est le principe d'une glande endocrine, comme l'insuline par exemple. L'insuline, c'est l'organe sécrété par le pancréas qui va aller dans le sang, ce qui va permettre aux muscles de réabsorber du sucre. Là, la testostérone, c'est pareil, ça va activer différentes choses, ça va activer la croissance, ça va activer différents systèmes du corps. Et ça, c'est ce qu'on appelle une glande endocrine. La glande exocrine, c'est une glande qui a des sécrétions extérieures. Ce pas des sécrétions qui vont être utiles pour les autres organes du corps. D'accord? Donc, c'est le sperme, ça va être toutes les lipases digestives dont on a parlé. Ça va correspondre à des glandes exocrines. Pour la sueur, c'est des glandes exocrines. Voilà, il y a plein de choses quand tu vas dans les sécrétions extérieures, mais c'est plus fin que ça. La différence est plus fin que ça. Mais ça, vous allez bien le comprendre. Là, déjà, si vous allez retenir que glande endocrine, ça sécrété dans le sang pour les autres organes et que les glandes exocrines, c'est sécrété dans le milieu extérieur, c'est un bon début. Donc, il est habituellement situé dans l'espace sous-péritonéal. Donc, pardon, c'est dans le scrotum. C'est que là, on différencie l'espace sous-péritonéal qu'on a vu tout à l'heure avec le scrotum qui correspond aux testicules et l'espace qui leur sont attribués. Les cellules de Leydig sécrètent la testostérone. Donc ça, c'est vrai, c'est dans les testicules, il y a différents types d'organes et comment dire, et il y a différents types de cellules. Et donc, il y a des cellules qui vont sécréter la testostérone, comme les cellules de Leydig, et il y a aussi les cellules qui vont sécréter le sperme. Donc, du coup, c'est deux types de cellules qui vont cohabiter dans le testicule et qui vont avoir leur fonction propre. Son pôle crânial est recouvert de la tête de l'épidyme. En fait, ça, faut que je vous montre un schéma quand même, parce que là, en fait, on ne comprend rien. Euh, Attendez 2 secondes, je retrouve le schéma. On va vu après ou pas? Allez, parfait. Euh, Tac. Le schéma, c'est celui-là. Alors, pardon, voilà. Donc là, on a notre testicule. Je vais prendre le QCM sous les yeux. Je sais plus quelle question c'était, 27, je crois. Alors, ok. Donc, son pôle crânial est recouvert de la tête de l'épididyme. Donc, le pôle crânial, c'est le pôle supérieur. Donc, en effet, l'épididyme, ça correspond à cette structure. Et le pôle crânial est recouvert par cet épididyme. Son pôle caudal est uni au fond du scrotum par le ligament inguinal. Alors, ça, je ne peux pas vous montrer, mais c'est faux. Et le ligament qui va lier le pôle caudal avec le scrotum, donc le scrotum, c'est la peau des testicules, ça va être le ligament scrotal, comme le dit son nom. Donc ça, pareil, c'est des trucs que vous allez apprendre l'année prochaine. Ça, pour maintenant, ce n'est pas les informations qu'il faut retenir. Pour l'instant, il faut que vous reteniez l'aspect général de l'anatomie, il faut que vous reteniez les différents organes, que vous reteniez quelques informations importantes, mais savoir ce ligament inguinal scrotal qui lie le testicule au scrotum, pour l'instant, c'est pas ça qui est le plus important. Donc, hop, fini pour ça. On va reprendre notre QCM. Non, ta, ta, ta. Ok, donc ça c'est bon. Donc les réponses
Alors, je ne sais pas si je vous ai expliqué toutes les dernières réponses, donc je vais les répéter. 24 ABCD, 25 BCD, 26 ABCE, 27 A, C et D. Donc effectivement, la B est fausse parce que c'est l'espace scrotal, et ça, c'est faux parce que c'est le ligament scrotal. Donc, question 28. Alors là, c'est le cerveau. Pareil, je vais pas pouvoir faire le cours sur le cerveau maintenant, mais en gros, là, il faut me croire. Un est une commissure interhémisphérique de substances blanches. Là, on différencie la substance grise où il y a les corps neuronaux et là où il y a les axones avec la myéline. Donc ça, je ne sais pas si ça vous dit un truc encore ou pas. Tant mieux si c'est le cas, et si c'est pas le cas, vous allez le découvrir peu à peu l'année prochaine. Donc les corps neuronaux, là, la myéline blanche, la myéline qui est composée de graisse blanc, c'est pour ça que c'est représenté. Et en fait, pour pouvoir communiquer, donc, vous savez qu'on a deux hémisphères cérébraux qui sont symétriques et chacun va gérer une partie du corps, en gros. Et en fait, il y a quand même des fois besoin de coordination et besoin d'échange entre deux parties du corps. Et donc, du coup, c'est à ça que ça servent les commissures interhémisphériques. Ça permet une communication entre le lobe droit et le lobe gauche. 2 est le plus volumineux des noyaux centraux, c'est vrai, c'est ce qu'on appelle le thalamus. C'est celui qui va être responsable de tout l'aspect sensitif. Toute information qu'on va faire remonter à notre cortex va passer par le thalamus. Donc c'est une grosse structure qui est ultra importante. 3 est constitué par des faisceaux myélinisés. Donc oui, on est à nouveau sur la substance blanche. Donc du coup, on retrouve des axones qui sont entourés de myéline. Donc c'est pour ça que la commission interhémisphérique de substance blanche est aussi composée de faisceaux de fibres myélinisées. Ça correspond aux axones des neurones. 4 est l'hypothalamus. Alors ça correspond effectivement à la région de l'hypothalamus, juste sous le thalamus. 5 est le cortex de l'hippocampe. Voilà, et ça, c'est la région. Donc, je dis ça, c'est là où on va retrouver les différents corps cellulaires. Et ici, c'est ce qu'on appelle la région de l'hippocampe. C'est une région qu'on retrouve essentiellement avec le rôle de mémoire. Donc ça, là, on est sur une coupe sagittale, l'avant du cerveau, l'arrière du cerveau. Donc ça, il faut bien le noter parce que c'est pas forcément clair au début. Un est le fornix, oui, ben, c'est le nom de cette structure qui est ici, qui part de là, mais ça, pareil, c'est un peu flou si vous ne l'avez pas bien fait. 2 est le chiasma optique, non, c'est faux, ça va être la commissure antérieure, donc ça, c'est pas vrai. 3 est le lobule paracentral, ça, c'est vrai, c'est une définition, c'est autour du centre. Le centre, on considère qu'il y a le centre du cerveau qui est là. Là, tu as la périphérie et la partie entre les deux, c'est le lobule paracentral. 4 est le cuneus. Alors oui, c'est cette zone aussi appelée du cerveau. Donc là, on est au niveau du cortex occipital, au niveau de l'arrière du cerveau, et c'est notamment toute la région qui est utilisée dans l'optique. Donc ça, c'est le nom à apprendre. On ne peut pas l'expliquer autrement. 5 est le sillon calcarin. Non, le sillon calcarin, c'est celui qui est ici. Lui, ça va être la césure de Sylvius, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, sillon calcarin, c'est là. Et ça, c'est pas le sillon calcarin. C'est ce qu'il faut retenir. Tac, tac, tac. Donc, ouais, c'est sûr que là, la neuro, je pense que c'est pas très clair pour vous, mais parce que c'est énormément de travail, c'est assez long, comme c'est un truc que vous connaissez pas, ça prend pas mal de temps. Donc, avant de pouvoir répondre à ce QCM, il faut un peu de travail. Et tant mieux si vous avez juste. Et 28, Banco, 29, ACD. Et pour le 30, donc pardon, ça, c'est pas le sillon de Sylvius, c'est le sillon temporal. Euh, Le 30, parmi les pronoms suivantes concernant le tractus corticospinal de la voie motrice pyramidale. Alors là, du coup, en fait, je suis pas sûr que l'un d'entre vous ait compris. Si c'est le cas, tant mieux. Ça veut dire que vous avez vraiment bien bossé. Mais en fait, dans les voies motrices et dans les voies sensitives, il y a plein de divisions différentes. Il y a les divisions pyramidales, extrapyramidales pour la motricité. Donc, la motricité, ça se divise en deux grandes parties, pyramidale, extrapyramidale. Et pour la sensibilité, on va dire que c'est pareil avec les voies lemniscales et extralemniscales. Donc, du coup, là, le tractus, donc on va dire que ça fait motricité. Voilà, je vais tout vous expliquer rapidement. Je ça, qui va se diviser en deux grands types de voies. Alors ça, si vous pouvez le noter rapidement, ça peut vous aider quand vous recommencerez la neuro. Qui va se diviser en voie pyramidale et en voie extrapyramidale. Et en fait, chacune de ces voies va avoir des caractéristiques. Et notamment la voie pyramidale, elle va se diviser en tractus corticospinal et cortico-nucléaire. Et en fait, ce tractus-là, de la voie pyramidale, il va transporter les ordres moteurs. D'accord? C'est des ordres moteurs volontaires, c'est nous qui allons décider.
quand je veux bouger ma main, quand je veux bouger ma tête, quand je veux bouger mes yeux, c'est la voie pyramidale qui ordonne ces mouvements. Et ça passe par là. Ils sont, alors que la voie extra-pyramidale, ça va être les mouvements de rétrocontrôle involontaire. C'est-à-dire que quand je veux faire ça, en fait, moi, j'ordonne à mon bras de bouger, mais pour avoir la sensibilité de m'arrêter juste avant, ben, là, il y a une lampe, pour m'arrêter avant de toucher la lampe, pour arriver à approcher le stylo sans toucher l'ordinateur, en fait, il me faut un peu de finesse. Et ça, c'est la voie extra-pyramidale qui va permettre de réguler avec finesse ma volonté. Donc, ma volonté ordonne la voie pyramidale. La voie extra-pyramidale, ça va être la finesse secondaire. Il a à son origine le gyrus précentral. Oui, parce que du coup, la voie pyramidale, c'est des ordres moteurs volontaires. Et là, il n'y a pas le bon schéma du cerveau, mais en gros, il y a une séparation ici qui se fait avec ce qu'on appelle le sillon central ou le sillon de Rolando. Et en avant, c'est les ordres. C'est la zone qui est laissée ou qui est attribuée à la commande volontaire. Donc, quand j'ai une information de commande volontaire qui va se faire, ça va partir du cortex frontal. Donc, du gyrus précentral précentral ici, postcentral derrière. Il se termine au contact des motoneurones de la corne ventrale de la moelle. Oui, c'est son chemin. Le tractus cortico-spinal est une voie croisée, c'est vrai. Le tractus cortico-spinal latéral correspond à 4/5 des fibres du faisceau cortico-spinal. Donc le faisceau cortico-spinal, il va se diviser en latéral et central, et le latéral correspond à 4/5. Donc voilà, ça, c'est des choses qu'il faut pour l'instant apprendre. Moi, je pense que c'est pas ultra important d'apprendre ça maintenant. Ça viendra avec le temps. Donc, ne vous mettez pas une pression d'enfer parce que vous ne connaissez pas tout ça. Mais voilà, commencez à regarder, commencez à comprendre. J'insiste sur le fait que c'est la compréhension qui est à favoriser cette année-là. Et voilà. Donc, moi, j'ai fini mon cours. Il est 11h30. Bon, ça dure un peu longtemps, je suis désolé. Mais j'espère qu'au moins, ça vous a permis de vous éclairer. Pour ceux qui l'ont fait, vous avez réussi correctement, même si ça ne m'étonnerait pas que ce soit très compliqué et que c'est encore vachement compliqué de bien réussir ce genre de QCM quand vous le bossez un peu à la maison. Donc voilà, moi j'ai fini mon truc. Si vous avez des questions, vraiment n'hésitez pas à me les communiquer. Dan vous enverra peut-être mon numéro si vous avez besoin, si vous voulez me poser des questions. Et voilà. Donc, passez un bon dimanche. Moi, je vais rester là 2 minutes, comme ça, si les gens ont des questions et préfèrent qu'il y ait moins de monde, ben, je comprends. Et ceux qui veulent partir, ben, allez-y, je vous en prie.